Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. À la une de l'actualité de ce 1er février, le métro d'Abidjan est le point d'avancée des travaux. Le terrassement et déplacement des voiries et réseaux divers devraient être terminés en juin. Le maire de la commune de Yopougon et le gouverneur d'Abidjan se sont rencontrés pour apporter des solutions aux populations impactées par les déguerpissements à Yopougon. Et en fin de journal, nous partirons dans le septentrion ivoirien sur les traces de l'explorateur René Caillet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le projet de métro d'Abidjan avance à grands pas. Ce jeudi 1er février, le ministre des Transports était en visite sur le chantier, notamment la section nord qui part de la gare lagunaire du Plateau à Anyama. Amadou Koné s'est réjoui du niveau d'avancement de l'ouvrage avec un taux d'exécution satisfaisant à ce jour du terrassement et du déplacement des lignes Citarail. Une étape du chantier qui devrait être bouclée au plus tard juin prochain. Un reportage de Timé Dandier et Fulgence Kissédou. Gare lagune du futur métro d'Abidjan. Sur les lieux, le ministre des Transports, à nouveau descendu sur le terrain pour s'imprégner de l'état des lieux du chantier. À bord d'une draisine, la délégation met le cap sur Anyama, fin de la section 1 du métro. Sur le trajet de la section nord, des avancées relevées à Adjamé puis à Abobo. Sur ces sites, les travaux de terrassement et des déplacements de lignes de l'opérateur de transport ferroviaire sont bien avancés. Même constat fait au point d'arrivée, à savoir la gare du métro d'Anyama. De retour à la gare lagune du Plateau, Amadou Koné livre un état des lieux satisfaisant, rassurant dans la foulée du respect de la date butoir pour l'achèvement des travaux de terrassement et de déplacement de lignes fixées à juin 2024. Je suis très heureux que les choses avancent bien, que le terrassement se poursuit au-delà de la Y4, un peu plus loin donc dans Anyama. On a également noté que donc les délais pour le terrassement, la fin des terrassements est déplacée, donc la ligne Citarail est toujours maintenue, les travaux avancent bien, ça devrait être achevé au mois de juin donc prochain. Après quoi, donc on va finaliser donc le terrassement pour la partie métro et puis accélérer donc les travaux. Je suis confiant quant au délai donc de 2027. Pour mettre en marche donc le train. Projet ambitieux de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, le métro d'Abidjan va être livré en 2027. Une date de mise en marche que le ministre des Transports dit tenable en raison des grandes avancées des travaux. Le maire de la commune de Yopougon et le gouverneur du district d'Abidjan ont échangé ce jeudi à la mairie de Yopougon avec les populations impactées par le déguerpissement entrepris à Gesco par le district d'Abidjan, sujet que nous avions traité dans notre édition du 31 janvier. Les deux hommes se sont accordés sur les dispositions à prendre pour accompagner les victimes et travailler ensemble à créer les conditions pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Mardoché Kwasi, Bobby Filémon. C'est la salle de mariage de la mairie de Yopougon qui a servi de cadre à cette rencontre tripartite entre le maire de Yopougon, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et les populations impactées par l'opération de déguerpissement en cours à Gesco. Une opération dont la conduite et l'impact sur les populations a suscité l'indignation du premier magistrat de la commune de Yopougon et des populations touchées. Au terme des échanges, les deux personnalités se sont engagées à travailler ensemble, à soulager les victimes de l'opération, mais aussi à créer un cadre de concertation permanent pour leurs actions futures. Pour ceux qu'on peut indemniser, on avisera. Pour ceux qui doivent être relogés, on appréciera. Mais ce que je peux dire, en tant que maire, ma responsabilité est tout engagée à trouver des solutions aux familles impactées. Et cela va être fait. Je voudrais donc aussi apprécier que le gouverneur se soit déplacé et ait accepté de venir rencontrer ces familles. Une synergie s'installera entre le district et la mairie et nous allons travailler dans cette dynamique de concertation, de complémentarité pour que nos actions soient profitables aux populations de Yopougon. Nous poursuivons exactement les mêmes objectifs, faire en sorte que les populations qui sont dans nos communes puissent bénéficier du bien-être. Que je suis à son entière disposition pour faire en sorte que ces efforts
puissent se conjuguer avec les miens ou que les miens puissent se conjuguer avec ces efforts, aussi bien intellectuellement que financièrement, pour que les populations qui ont été impactées puissent retrouver le sourire, pour ne pas dire la joie, et que ce qui s'est passé soit un lointain souvenir. Les populations, elles, sont reparties rassurées au vu des engagements pris par le maire et le ministre-gouverneur. Elles espèrent la prise en compte de leurs avis et intérêt pour la suite des opérations. Je sors comme ça à la joie. À mes frères qui sont restés au quartier, ils n'ont qu'à être sereins, rester sereins. Après la réunion, on s'est attendu, mais ceux qui ont été impactés seront pris en charge. Notre président maire, parce que nous, on le connaît, quand il parle, il le fait. Donc nous sommes rassurés par rapport à lui. Cette opération de déguerpissement, a ajouté le ministre-gouverneur Bakongo, concerne toutes les communes du district d'Abidjan et rentre dans le cadre de la feuille de route, à lui remise par le chef de l'État lors de sa nomination. Elle vise à donner un nouveau visage à la ville d'Abidjan à travers la lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain. Fin ce jeudi des assises des parties prenantes de la trêve sociale en Côte d'Ivoire. Pouvoirs publics et syndicats ont levé les obstacles au respect intégral des clauses du deuxième protocole d'accord qui appelle à mettre fin aux remous sociaux dans le pays jusqu'en 2027. Reportage avec Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. Le respect intégral de la trêve sociale en bonne voie. Les parties prenantes, au terme de 48 heures d'échange, s'y engagent, formulant des recommandations, lesquelles lèvent tout obstacle dans ce sens. Les parties prenantes s'engagent à poursuivre leurs efforts à la sensibilisation et à la formation de leurs membres ou acteurs sur les enjeux du protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027. Encourage le gouvernement à poursuivre ses actions fortes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de vie des fonctionnaires agents de l'État et de la préservation de la paix sociale, gage de tout développement durable. Ces points d'accord et d'engagement commun font la fierté de la ministre d'État de tutelle, engagée à porter dignement les préoccupations énumérées. Toutefois, elle invitera les partenaires sociaux à garder le bel esprit de la nouvelle approche managériale. La trêve n'est pas faite pour tuer l'action syndicale, mais elle est faite pour donner une nouvelle approche à cette action syndicale qui va dans le sens du dialogue, qui va avec le dialogue. Une approche basée sur la responsabilité. Une approche qui permet de gagner des luttes et qui permet également à l'État d'avancer dans ses programmes de développement, dans ses programmes de paix. Nous sommes tous aujourd'hui heureux de voir ce que la Côte d'Ivoire est devenue, comment elle est transformée, et de voir que le monde entier, à travers donc la présence de tous les amoureux du football, apprécie le développement de la Côte d'Ivoire. Cela a été possible parce qu'il y a paix sociale. Cela a été possible parce que les syndicats ont décidé d'accompagner le gouvernement aussi, en tant que citoyen, dans l'exécution de son programme de développement. Cela a été possible parce que le gouvernement aussi a compris la nécessité donc d'avoir une écoute aux revendications des syndicats. Et c'est comme cela que, main dans la main, nous pouvons arriver chacun à tirer profit de cette embellie-là. Nous sommes assis sur la même branche et cette branche, personne ne doit prendre l'initiative de la casser. Signée en 2022, la deuxième trêve sociale court jusqu'en 2027. Un terme que les parties prenantes s'engagent à respecter en tournant le dos aux remous sociaux. Depuis décembre 2023, la Côte d'Ivoire fait partie du réseau régional d'air maritime protégé en Afrique de l'Ouest. Pour célébrer cette adhésion, une table ronde a été organisée ce jeudi par la direction de la protection de la nature pour discuter de l'impact et les avantages de cette adhésion dans la préservation de sa biodiversité. Nikiema Moussa, Eric Kimou. Le réseau régional d'air marine protégé en Afrique de l'Ouest, structure militant pour la préservation de la biodiversité, accueille son nouveau membre, la Côte d'Ivoire, dans la lutte pour l'utilisation durable des écosystèmes. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui adhère, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a brisé la glace en comprenant aujourd'hui que les écosystèmes n'ont pas de frontières. C'est extrêmement important que l'ensemble de nos pays liguent leurs forces pour arriver à mieux conserver cette gestion des ressources naturelles. Cette adhésion favorise à la Côte d'Ivoire de mieux préserver sa sécurité alimentaire, comme les autres États l'ont déjà fait. Membre depuis 2023, la direction de la protection de la nature
célèbre l'adhésion du pays autour du thème « Adhésion de la Côte d'Ivoire au Rampao, un atout pour la préservation des ressources marines et côtières ». On est dans un continuum écologique dans la sous-région. C'est des animaux marins qui se déplacent. Donc l'importance de ces réseaux, c'est qu'on travaille avec nos partenaires de la sous-région pour pouvoir ensemble interagir pour la conservation de ces ailes-là, de la diversité biologique. C'est des animaux qui se déplacent. Et puis on va voir aussi leur appui technique, ressources humaines comme financières. Le fait que la Côte d'Ivoire ait un projet de créer 5 aires maritimes protégées, dont Grand Bérébi a l'honneur de bénéficier de la première aire. Cela nous permet de non seulement protéger ces ressources-là, mais aussi nous assurer de les préserver pour nos générations futures. C'est une occasion pour nous également de pouvoir avoir une aire qui a toutes ses aptitudes, qui a tous ses atouts et qui permettent non seulement de garantir la sécurité pour les générations qui viennent, mais aussi nous assurer que les populations qui nous rendent visite se retrouvent dans un endroit, dans un environnement où on a un écosystème qui est naturellement protégé. Créé en 2007, le réseau veut également contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité et des services écosystèmes, ainsi que des ressources patrimoniales, naturelles et culturelles, pour le bien-être des populations de la région. Et puis ce jeudi a été marqué par le lancement de la Journée internationale de la femme. Cette cérémonie vise à ouvrir la période des activités de célébration de la Journée internationale de la femme pour l'année 2024. C'était à la salle de conférence de la direction des examens et concours, CISE, au plateau. Bénédicte Silué, Tanguy Conan. Placé sous le thème international Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme et reformulé au niveau national au regard des réalités ivoiriennes, comme agir pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme, la Journée internationale de la femme est une occasion offerte au gouvernement de faire le bilan des acquis en matière des droits des femmes dans leurs pays respectifs. Le thème retenu par la Côte d'Ivoire pour marquer la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2024, rappelle à point nommé l'importance de la collaboration entre le pays et ses partenaires pour, ensemble, co-créer des conditions favorables à la réalisation des droits des femmes et des filles et à l'élimination de la violence qui leur est faite. En effet, l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles n'est pas seulement une question de droits humains fondamentaux, mais c'est également un facteur essentiel pour accélérer le développement durable. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a salué la mobilisation de tous autour de cette célébration et est revenue sur l'importance du respect des droits de la femme. La cérémonie de lancement qui nous réunit ce jour intervient au moment où le monde entier décide de s'attaquer de façon plus frontale à la pauvreté en général et plus particulièrement dans le monde féminin. Je voudrais remercier toutes les femmes dans leur diversité et dans leur pluralité pour la forte mobilisation de ce jour à l'occasion du lancement de la GIF 2024. Ce qui démontre de l'intérêt des femmes pour leur émancipation dans tous les domaines de la vie sociale et économique. Cette cérémonie de lancement de la Journée internationale de la femme offre l'occasion d'appeler les femmes et les hommes de Côte d'Ivoire à se mobiliser pour faire de la journée du 8 mars un franc succès. Le bureau exécutif national de la FESI a un nouveau secrétaire général depuis le 29 décembre dernier. Le premier responsable de la structure a présenté ce mercredi au cours d'une conférence de presse ses objectifs et les perspectives pour ce nouveau mandat. Issa Koné, Bobby Philémon. Élu à la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, le 29 décembre dernier, le nouveau secrétaire de la FESI a décliné les axes et sa vision pour le mandat 2023-2025. Depuis son élection, le responsable de cette structure estudiantine dit avoir entrepris plusieurs actions, notamment la lutte contre la location illicite des chambres universitaires, la lutte contre la ponction sur les bourses, la lutte contre les inscriptions pédagogiques et la sensibilisation sur la drogue en milieu scolaire. Nous avons placé notre mandat sous le sceau de gestion participative et efficiente de l'école ivoirienne. L'école doit être une affaire de tous, nous avons besoin de tout le monde. Il faut que nos parents, il faut que vous les journalistes, les planteurs, les agriculteurs, tout le monde puisse
faire de l'école une priorité afin de former des jeunes de qualité pour la relève. Quoi qu'on dise, l'avenir appartient à la jeunesse. Et cette jeunesse dont on parle doit être une jeunesse mieux formée pour constituer un facteur capital de qualité. Sie Kambou devient le 12e secrétaire général de la FESI depuis sa création. Il succède ainsi à Ala Sinclair. Avoir une alimentation équilibrée et préserver la santé depuis l'assiette, c'est le sujet que nous propose ce soir Stéphanie Poté et Tanguy Conan qui s'interrogent sur les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Vous avez sûrement entendu cette phrase. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ce principe est-il respecté? Quelles sont les habitudes alimentaires des Ivoiriens? Manger sainement, bon, je pense pas. Dire vrai, depuis ce matin, je n'ai même pas encore goûté un fruit. Donc si je dois manger 5 fruits et légumes par jour, bon, je ne pense pas. Je préfère aller m'acheter de la tchéké, gaba, puis je mange. Puis bon, je me sens à l'aise. La santé, ça vient après. Il y a des légumes 100 francs, il y a pommes 200, 100 francs. Même si on peut en mettre ça chaque jour, au moins 2 fois dans la semaine, ou chaque 3 jours, au moins une fois, voilà, c'est déjà bon. Bien que pour certains, il est plus coûteux de manger sainement, pour d'autres, la santé n'a pas de prix. Pour eux, la cherté des fruits et légumes est un fallacieux prétexte. On dit le matin, le petit déjeuner, on dit mange comme un roi. À midi, mange comme un prince et le soir, mange comme un esclave. Donc le petit déjeuner, c'est bon de prendre un bon petit déjeuner le matin. Je mise sur la conservation de mes produits et puis sur la propreté. Un homme âgé qui ne déjeune pas les matins, il peut avoir un vertige. Et puis bon, il faut forcément un bon déjeuner. Selon Henri Martel-Onana, diététicien, manger équilibré n'est en aucun cas un signe de richesse. Il faut manger sainement dans un premier temps, c'est pour éviter des problèmes de santé. Quand je parle de santé, je parle des maladies dites de civilisation. Aujourd'hui encore, on parle de problèmes de cherté de la vie. Et ces problèmes de la cherté de la vie consistent à faire que les hommes soient plutôt rassasiés. Mais les gens mangent plutôt en quantité, mais ne mangent pas en qualité. Il faudrait qu'on éduque les gens sur comment il faut manger. Manger sain ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Manger sain veut dire savoir ce qu'il faut manger et quand il faut manger et comment il faut les manger. On nous a servi par exemple la sauce graine. Mais qu'est-ce qu'il faut pour nettoyer l'huile qui est dans la sauce graine? Il faut des détergents, des jus de fruits, on en a des légumes. Il faut toujours, avant de consommer un repas, il faut toujours introduire toujours des légumes dans des repas. Et on peut déjà dire aux gens qui n'ont pas de moyens, essayez seulement de manger ne serait-ce que 3 oranges par jour. Loin des stéréotypes qui entourent l'alimentation équilibrée, souvent qualifiée de bouffe de riche, il en faut finalement peu pour manger sainement. Le rhinocéros sorti du parc Nzi River Lodge continue de troubler la quiétude des habitants de Fetekro. L'artiste Siro a décidé de venir à la rescousse des villageois désemparés aux champs détruits par l'animal. Il est descendu dans ce village de la vallée du Bandama et les bras chargés de vivres, mettant du baume au cœur des populations impactées. Et il les a appelés dans la foulée à ne pas s'en prendre au 2e plus gros mammifère terrestre, un animal en voie de disparition. Reportage de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje et Eric Kimou. Le rhinocéros sorti du parc Nzi River Lodge ne démord pas. Le gros mammifère poursuit ses incursions à Fetekro, village de la vallée du Bandama, sur la route internationale Bouaké-Satama-Sokoro, frontière du Ghana en cours de bitumage. De quoi tétaniser des habitants. Parmi eux, la présidente des femmes que nous retrouvons 10 jours après notre passage, toujours apeurée. Je perds toujours. À cause des rhinocéros là, moi j'ai peur. Hier même, il est venu. Il n'a qu'à venir faire un clos. Des fois, si on met un rhinocéros là dedans, des fois, si on a besoin, on peut aller regarder le rhinocéros là. Mais pour ces premiers-là, moi j'ai peur. C'est pourquoi j'ai dit de venir chercher rhino là. Fetekro devra, malgré menaces et nuisances, cohabiter avec l'animal en voie de disparition. Avocat de cette cause, l'artiste Siro, égérie de la marque de boisson Rhino. Descendu les mains chargées de vivres, à la rescousse de cette population, toujours dans la psychose. Si c'était dans un autre village ou dans un autre pays, peut-être ils allaient chercher à tuer le rhino. Malgré le dégât qu'il commet dans votre village, vous l'acceptez. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire voulait vous saluer. Je voulais vous dire merci au nom de la Côte d'Ivoire. Merci de prendre encore soin de notre rhino. Nous sommes venus avec du riz,
des pâtes, de la tomate, de l'huile. Pour dire que la Côte d'Ivoire va répondre à votre appel. Merci de prendre soin de notre rhino. Du baume mis au cœur, l'artiste engage le plaidoyer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier. C'est nous les hommes qui avons détruit l'habitat des animaux. Donc aujourd'hui, ils ne savent où être. Donc nous devrons encourager les populations à cohabiter avec les espèces. Surtout, on voit des disparitions. Venez encourager cette population, ces braves paysans à cohabiter, à vivre avec l'animal, le rhino. Fetekro adhère à ce message. Toutefois, la chef du village elle-même, impactée avec la destruction de biens, dont son champ de manioc, sollicite l'appui de l'État et du Conseil régional du Béquet pour la construction d'infrastructures de base, dont un château d'eau et un centre de santé avec maternité. Que cet appel soit entendu par tout le monde, surtout à notre président, Alassane Ouattara, et sa charmante dame Dominique, pour que nous trouvions la solution de mon rhino, pour qu'il soit bien cagé et que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui viendront puissent le connaître. C'est cela, rhino, il nous fatigue, mais je l'accepte. Retiré du parc d'Abo-Kwame-Kro et conduit à Ndi River Lodge, le rhinocéros fait désormais de Fetekro son milieu de vie, au désarroi des habitants et au préjudice de la voie en cours de bitumage, dont les agents sont bien souvent attaqués par le deuxième plus gros mammifère terrestre, après l'éléphant. Et on termine ce journal en histoire et en culture. On vous emmène sur les traces du premier explorateur occidental à revenir de la ville de Tombouctou, dans l'actuel Mali. René Caillé est passé par Thiémé, localité du septentrion ivoirien, précisément dans la région du Kabadougou, où les traces de son séjour entre août 1827 et janvier 1828 sont toujours visibles, mais à l'abandon. Comment réveiller le potentiel culturel qui dort dans une localité loin d'en mesurer toute la portée historique? Sur les traces et ruines du passage de l'explorateur René Caillé à Thiémé, un reportage de nos envoyés spéciaux Thiémé Danger et Eric Kimou. Du haut de la cheminée rocheuse, à plus de 30 mètres d'altitude, une vue de Thiémé, commune de plein exercice depuis 1985, à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu, de région du Kabadougou, au Diéné. Ici, une petite mine d'or touristique qui dort, la case de soins de l'explorateur français René Caillé, logé dans la cour de l'ancien chef guerrier de la localité. La demeure n'a aucun secret pour ce natif du village. La toiture, les pailles composées de la matière des bambous et autres sont renouvelées. En tout cas, chaque 2 ans, 3 ans, on renouvelle ça. Thiémé, c'était une zone sécurisée parce que la localité de Thiémé a contribué à la pacification de la région. Et il y avait des bons guerriers ici à Thiémé. Donc, il est venu, il a été hébergé par le grand-père, le soigné par sa femme, et ça lui a permis de faire une immersion dans la société mandingue pour mieux comprendre encore le comportement et de l'organisation sociale de nos sociétés et pour accomplir sa mission. Donc Thiémé a largement contribué à cela et il n'a pas manqué de noter ça dans certains de ses mémoires. Sur les lieux, une case en ruine qui baigne dans une léthargie et indifférence totale. Vous voyez un peu l'environnement. C'est choquant. La case est pourtant un pont historique entre la France et la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale. Mieux, l'on y retrouve encore des vestiges et symboles du passage de l'hôte français qui y a reçu gîte, couvert et soins. Il vivait avec un scorbut, il avait mal aux pieds. Et c'est notre grand-mère, Madio Bagayogo, qui l'a soigné. Donc avec des éléments traditionnels. Vous voyez le canari là. Voilà, c'est là elle préparait le djarafara dedans. Et puis elle renversait dans l'autre là pour faire le pansement. Et puis voilà comment il a passé son séjour ici.
L'âme là, c'est le fusil du grand-père Sila Karamogo. Voilà. Donc c'est son fusil, c'est l'élément qu'on garde toujours dans la maison de René Caillé. Assommé et sonné par cet état des lieux, le guide porte un plaidoyer, l'inscription de la case au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'histoire de Thiémé et l'histoire avec la colonisation est liée à cette case-là. Et on peut en bénéficier et nos enfants, nos arrière-petits-enfants peuvent en bénéficier. Nos ancêtres, ils ont fait leur part. Parce que par l'hospitalité, ils l'ont reçu, ils l'ont hébergé, ils l'ont soigné. On doit s'approprier de cette case-là pour la rendre formelle, pour qu'elle soit exploitable dans le cadre du tourisme. C'est un patrimoine, héritage commun, au-delà des Thiémé de la nation ivoirienne. La nouvelle équipe municipale n'est pas insensible à ce plaidoyer. Sur la route, un monument pour immortaliser le passage de René Caillé sur les terres de Thiémé. Nous sommes à la phase de la finition et que nous nous apprêtions maintenant pour mettre ça au ministre du Tourisme. Le maire de la commune de Thiémé a fait ceci pour que la France aussi reconnaisse la bonté de Thiémé. L'ouvrage d'art en cours de réalisation va être dévoilé au grand public le 24 avril prochain. Un moment solennel que la localité entend mettre à profit pour sonner la mobilisation générale autour de son ambition, réhabiliter la case de René Caillé et en faire une perle touristique dans le Kabadougou et partant dans tout le septentrion du pays. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez Ali Diarra Souba pour le journal de la Cannes. Bonne soirée sur NCI.